Cette histoire de culture, c'est vraiment ça, c'est réussir à créer une adéquation entre ce que j'ai à te proposer en tant qu'entreprise et les attentes des gens que j'aimerais avoir comme employés. Capitaine! Voyons, jeune homme. Capitaine! Je suis mécanique. Bonjour et bienvenue sur Captain Haddock, le podcast du Future of Work. Je m'appelle Paul Pertier, je suis CEO d'Haddock, le hub tactile, et passionné par ce sujet. Je vous amène à la rencontre des actrices et des acteurs du futur du travail sous toutes ses formes. Comment seront faites les entreprises de demain ? Quel avenir pour le freelancing, le 9 to 5, les 5 jours par semaine, et même le bureau ? Quels sont les outils pour naviguer ce monde professionnel en train de se construire ? Vous êtes prêts ? C'est parti pour notre invité du jour. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Romain Vidal de Teampact Venture. Romain a créé ce nouveau fonds d'investissement pour investir dans des entreprises ayant un modèle social auquel il croit et où il serait heureux de voir ses enfants travailler, tout en misant sur la réussite future de ces organisations centrées sur les clients, la mission et surtout les collaborateurs et collaboratrices. Il nous explique tout cela dans ce premier épisode de Captain Haddock, nouvelle saison. C'est parti. Bonjour Romain, merci beaucoup d'être avec nous dans Captain Haddock aujourd'hui. C'est un plaisir de te recevoir. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, nous partager un peu ta vision et nous expliquer pourquoi tu as co-créé Teampact Ventures ? Avec plaisir. Bonjour Paul, merci beaucoup pour l'invitation. Donc pour me présenter rapidement, donc je suis Romain Vidal, j'ai 37 ans, je suis marié, j'habite à Marseille, j'ai 2 enfants. Euh, j'ai commencé ma vie professionnelle en tant qu'entrepreneur quand j'étais en école de commerce à l'EDEC, où j'ai lancé un business dans l'affiliation sur Internet, en particulier sur le secteur du trading, sur lequel j'ai eu pas mal de chance. Donc je faisais ça soir et week-end tout seul et sans financement, mais le timing était bon. J'ai fait 3 millions de chiffre d'affaires en 3 ans, puis j'ai revendu. Le site s'appelait traderenligne.com. Ensuite, du coup, j'avais gagné un peu d'argent en tant qu'étudiant, donc j'avais un peu le choix de mon orientation. Et je me suis passionné pour le VC. J'ai en 2010 participé à la création d'un fonds d'investissement qui s'appelle Caporn, Caporn Invest, spécialisé dans le B2B et dont les investisseurs sont des grands dirigeants. Et donc ça, c'était il y a 11 ans. J'ai quitté Caporn l'été dernier. Mais avec Caporn, on a levé près de 200 millions d'euros. On a fait une cinquantaine d'investissements, dont Ledger en particulier, qui est assez médiatique en ce moment dans le domaine des cryptos, et puis toute une série d'autres boîtes qui marchent très bien. Et donc moi, pour ma part, j'en ai l'idée une grosse dizaine. Et puis, sur la deuxième partie de ma vie de VC, j'ai commencé à me poser assez fortement la question de l'alignement de mon rôle professionnel dans la société et puis mon rôle personnel vis-à-vis de mes enfants, puis des générations futures. Et il y a un élément en particulier qui me paraissait potentiellement en inadéquation, pas spécifiquement chez Caporn, hein, mais de manière générale, d'être un acteur de l'industrie du VC. Il y a un élément qui potentiellement m'inquiétait, c'était un des byproducts pour moi du VC, c'est de participer à la création d'une certaine typologie de société qu'on voit beaucoup aux États-Unis, mais qui sont des sociétés dont le seul et unique objectif, et c'est parfaitement assumé, est la croissance à tout prix. Et ça fait des sujets, des sociétés qui grossissent très vite et qui impressionnent beaucoup de gens. Alors, mon débat n'est pas forcément sur le modèle économique, même si c'est peut-être lié, mais donc on peut critiquer leur modèle économique, mais en général, tout le monde est impressionné par leur croissance. Mais moi, surtout, ce qui me gêne dans un certain nombre de ces modèles, c'est la façon dont les gens sont traités.
Donc ça peut être des boîtes comme Uber, à qui on reproche d'être une forme d'esclavage moderne. Ça peut être des boîtes comme Theranos, qui s'avèrent être des fraudes massives et dont évidemment les employés sont les, les dindons de la farce, ou en tout cas en partie. Encore moins évidemment que les clients, mais ils sont évidemment impactés. Et puis ça laisse une trace dans leur vie. Ça peut être des boîtes comme WeWork, qui voilà, où le dirigeant se prend pour un demi-dieu ou je ne sais quoi. Enfin, ça peut être toute une série de choses, mais où le facteur, le commun dénominateur finalement, c'est une ambition irrationnelle, un dirigeant ou une dirigeante, souvent plus proche du sociopathe que de la personne normale, et des investisseurs qui poussent dans des directions qui sont a priori pas soutenables, euh, et où du coup les employés sont des pions. Et en tant que papa, moi ça me gêne, parce que j'ai pas envie que mes enfants travaillent dans une société comme ça plus tard. En tant qu'économiste, même si je suis pas économiste, mais voilà, je suis citoyen. Ça me gêne parce que ça me paraît pas extrêmement pérenne et voilà. Et donc l'idée c'est comment est-ce que on crée un, un acteur qui finance mais qui surtout accompagne des sociétés avec comme critère le fait d'être ce qu'on appelle nous people first, donc de mettre l'employé au centre de la réflexion, de considérer que le succès de l'entreprise est une conséquence du succès de l'employé, et pas l'inverse. Et comment est-ce qu'on fait pour oui, financer et accompagner ces boîtes-là et s'assurer que on est investi et on n'accompagne que des boîtes people first, et on permet de faire la preuve d'une corrélation forte entre euh, cette logique people first et de la performance économique, en particulier avec un horizon de temps qui est à 10-15 ans où nous on situe un peu notre pari que à cet horizon de temps-là, euh, on aura les résultats du shift en cours euh, sur le marché du travail. Voilà. OK, on reviendra alors sur ce shift, en cours, justement. Mais, quand on échangeait, en amont de cet épisode, tu m'expliquais qu'il y avait 3 piliers justement pour s'assurer que, vous investissez dans des entreprises qui sont vraiment people first et que vous leur proposez, effectivement un accompagnement complet, et pas simplement juste, on investit, au tout début et on espère que, dans, 5 à 10 ans, on fasse un beau multiple, mais qui avait aussi un lien, et tu, je pense, l'expliqueras bien mieux que moi, avec le monde du sport qui vous est cher. Exactement. Donc, le lien avec le monde du sport, en fait, il est de se dire, il y a un parallèle qu'on fait que je pense tout le monde peut comprendre, où on compare les entreprises de la tech avec les équipes de sport de haut niveau. Euh, et en faisant un raccourci un peu caricatural, hein, le jugement n'ira pas plus loin que ça, c'est juste dans l'approche générale. En faisant un raccourci un peu caricatural, la tech aujourd'hui ressemble beaucoup à une approche type PSG dans le foot, où on a des objectifs très court-termistes, on déploie beaucoup d'argent, on va chercher les meilleurs au monde, mais finalement on met pas beaucoup d'énergie sur la création d'un collectif solide, ni sur des objectifs long terme, versus la tech qu'on aimerait accompagner et financer, qui ressemblerait plus aux All Blacks, à l'équipe de France de hand, aux Spurs, à certaines équipes comme ça, qui vraiment ont réussi sur plusieurs décennies à créer des legacy avec tous les efforts mis, toute l'énergie mise sur la création d'un collectif qui sera durable, qui sera capable de gagner à très très haut niveau, mais surtout dans la durée, avec tous les challenges que ça comporte, de survivre à des crises, de réussir à passer d'une génération à une autre tout en restant tout en haut, etc., etc. Et donc,
ce parallèle, pour nous, il est assez évident. Je pense que tout le monde peut le comprendre. Et il illustre aussi le fait que il y a une partie, une population qui détient un certain nombre de recettes, de méthodes, de rituels, etc., pour être capable de faire tout ça. Ces gens-là, c'est justement ceux qui sont issus d'équipes qui ont ce mindset, qui ont ces recettes, qui ont ces rituels et qui ont vécu ce que c'est que de gagner à très très haut niveau dans la durée avec vraiment une logique d'avoir le collectif au centre. Et le hasard a fait que il y a presque 2 ans maintenant, j'ai fait la rencontre de Benjamin Kaiser, qui est l'ancien talonneur de l'équipe de France de rugby, champion d'Europe. Je crois qu'il a fait 5 ou 6 finales de Coupe d'Europe, il en a gagné une. Je crois que c'est le joueur qui a fait le plus de finales de Coupe d'Europe. Malheureusement, il n'a gagné qu'une, mais bon, ça lui, dans la vie, quand on ne gagne pas, on apprend. Et en parlant avec lui, qui s'intéresse au VC, qui était en train de finir son MBA à Oxford, on s'est rendu compte qu'on était alignés effectivement sur nos ambitions et l'impact qu'on voulait laisser derrière nous, et qu'on avait cette complémentarité de moi, je maîtrise la partie investissement et sélection de startups qui ont du potentiel, et lui, il maîtrise ce focus sur le collectif, ses rituels, ses méthodes, cette approche justement de people first dans le sport, très actionnable, très pragmatique. Et donc c'est parti de là. Et aujourd'hui, donc comme tu disais, on a en fait 3 piliers à notre accompagnement qui sont nés de nos discussions avec les entrepreneurs, de nos convictions sur ce qu'il faut qu'on apporte, et puis de la chance qu'on a d'avoir des gens dans l'équipe qui sont justement issus du monde du sport de haut niveau et qui ont des compétences spécifiques. Ces 3 piliers, ce sont ce qu'on appelle nous Score, Boost et Match. Score, donc c'est piloté par Sarah Jalot, qui est une ancienne de l'équipe de France junior d'escrime, et qui en parallèle a fait ses études, a fait XHEC, puis je crois qu'elle est passée par l'ENS avec une spécialisation en data science. Et Sarah, son rôle chez nous, c'est vraiment la mesure, la data, puisqu'on ne réussit pas ce qu'on ne mesure pas. Et donc tout chez nous part de Score, à la fois sur le plan de la décision d'accompagner une entreprise et de la financer, et puis ensuite dans la mesure de l'efficacité des 2 autres briques de la boîte à outils. Donc Sarah, elle commence par ce que nous on appelle l'audit People First, ou sur des critères qualitatifs et quantitatifs, donc des interviews d'employés, d'ex-employés, de dirigeants, de prestataires, etc. Et puis toute la data qu'elle peut récupérer sur le plan plus quantitatif, donc issue d'outils utilisés par l'entreprise, de surveille, etc., de salaire, etc. Elle va sur 5 grands verticaux, et puis je ne sais plus, une centaine ou plus de critères. Elle va faire l'analyse à froid de la dimension people first de l'entreprise, de l'intentionnalité des dirigeants, de tous les domaines sur lesquels cette dimension people first est visible, et elle va en sortir avec une conviction d'une part de est-ce que c'est une boîte qu'on considère être people first ou pas, et puis une note sur 5 pour donner un peu une graduation. Et donc tout part de là, et ce qui va sortir de là, c'est à la fois nous du coup un drapeau vert pour avancer, et puis c'est l'identification d'un certain nombre de forces et de faiblesses, de dimensions dans l'entreprise où justement il y a des choses sur lesquelles on pourrait travailler et améliorer. Et donc ça fait la transition finalement avec la partie de Ben, justement, Ben Kaiser. Donc c'est Boost. Et l'idée, c'est une fois qu'on a identifié justement les trous dans la raquette, donc ça peut être un problème de sentiment d'appartenance, ça peut être un problème de confiance, ça peut être un problème de transparence, ça peut être toute une série de choses humaines où, oui, toutes les boîtes ne sont pas des exemples absolus d'épanouissement de tout le monde. Et on peut être très bon et pour autant avoir des choses sur lesquelles on n'est pas très bon. Ben, une fois
une fois cette analyse faite, il va constituer ce qu'on appelle un board of champions, et dont l'idée est justement de dire, bah, on va aller chercher des athlètes qui ont cette expérience. Donc ça peut être, je sais pas moi, un Thierry Omeyer, ça peut être un Vincent Clerc, ça peut être un Edgar Gros-Piron, un Lisa Razou, ça peut être voilà, plutôt des gens qui ont très bien réussi dans le monde du sport et qui ont l'expérience d'avoir été dans ce type d'équipe. Et dans ce board of champions, il va aussi aller chercher un dirigeant plus côté business, mais que nous, on a sélectionné sur justement ces qualités people first, c'est ce qu'on appelle la people legacy. C'est des dirigeants qui, on constate qu'à chaque fois qu'ils changent de job, la plupart des employés qui travaillaient pour eux veulent les suivre. Ça, c'est plutôt un indicateur qu'ils ont fait quelque chose de bien. Euh, et souvent, bah, c'est des gens qui justement ont une approche du management qui est très proche de ceux des équipes de sport de haut niveau. Euh, et donc, il va mettre ces deux personnes en particulier dans ce board of champions, et pendant 6 à 12 mois, il va accompagner la société avec l'aide de ces deux protagonistes euh, pour justement, bah, sur les points de faiblesse, mettre en place euh, des, des- ces méthodes, ces rituels en fonction de ce qu'il faut améliorer. En parallèle, Sarah va continuer à faire des checkpoints sur cette partie data pour voir si les choses justement évoluent dans le bon sens euh, du point de vue de la perception des employés et puis de la réalité du terrain, quoi, du turnover, de l'engagement, etc., etc. Donc ça, c'est la deuxième partie de la boîte à outils. La troisième partie de la boîte à outils, euh, c'est ce qu'on appelle Match. Et donc là, c'est Bruno Martini qui pilote Match. Bruno, c'est l'ancien gardien de l'équipe de France de hand. Euh, il est double champion du monde et puis il a une reconversion assez difficile, justement. Euh, Pendant plusieurs années, il a galéré. Finalement, bah, ne trouvant pas de job qui lui convenait, il a fini par essayer de le créer. Il a racheté un petit club de hand à Paris, qui s'appelle le Paris Handball, avec des bouts de ficelle, euh, qu'il a réussi à redresser, et puis qui s'est fait racheter par le PSG. Et donc, il a géré le PSG Handball pendant une dizaine d'années. Euh, et donc, bah, suite à cette reconversion difficile, il s'est promis qu'il aiderait les athlètes qui le sollicitent dans cette partie reconversion. Et donc, chez nous, Bruno, ce qu'il fait, c'est de créer un talent pool. Match, justement le but, c'est de matcher des anciens athlètes que nous, on sélectionne assez drastiquement. Hein. On prend qu'un faible pourcentage des anciens athlètes. Comme disent, enfin, le sport est pas le sport n'est pas une population à part. Hein. Il y a comme dans toutes les populations, des menteurs, des tricheurs, des voleurs, etc. Donc, on sélectionne ceux qui bah, cochent les cases en termes de boussole morale, et puis ceux qui cochent les cases en termes de traits psychologiques et de soft skills, ou même comme on appelle ça maintenant des mad skills, quoi, des soft skills poussés à l'extrême, euh, pour détecter bah, une, 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 une série de profils qui viennent du sport de haut niveau, qui ont développé dans le sport de haut niveau des compétences assez spécifiques. Souvent, ça va être des compétences de résilience, de rigueur, de discipline de vie, d'hygiène de vie, de discipline, de capacité à gérer l'échec, à se relever, etc., etc. Et qui, de notre point de vue, sont très corrélés avec les problématiques qu'on retrouve dans le monde des startups qui grossissent très vite et où justement, bah, le facteur clé que tu sais, c'est pas comme dans certains grands groupes, la politique et l'entre-soi, c'est beaucoup plus bah, l'exécution et ce côté challenging et méritocratique. Et donc nous, on croit beaucoup dans la complémentarité de profils issus d'un pool différent, justement, les athlètes de haut niveau, euh, versus des pools plus scolaires. On croit beaucoup dans la complémentarité de ces profils dans des boîtes type tech startup. Et donc, bah, Bruno, il constitue ce talent pool pour que les boîtes qu'on accompagne puissent profiter de ce type de profil, avec un focus particulier évidemment bah, sur ceux qui ont le plus appris. Et souvent, ça sera bah, le sport féminin, parce qu'elles ont le double projet, parce que elles gagnent moins d'argent dans le sport, donc bah, forcément, il faut balancer beaucoup plus de choses. Et donc, on se fabrique des compétences encore plus extrêmes, le handisport également, évidemment. Euh,
Voilà, donc c'est vraiment la boîte à outils, on la constitue comme ça pour avoir la mesure, l'aide du sport par le haut et l'aide du sport par le bas pour que tout soit le plus aligné et puissant possible et avoir des résultats visibles au plus court terme possible, quoi. Voilà. Ce sujet est passionnant, vous ne trouvez pas? J'interromps rapidement cet échange pour vous rappeler que ce podcast est produit par Adoc le Hub Tactile. Grâce à des projections tactiles, Adoc transforme n'importe quelle surface en écran interactif et collaboratif. C'est l'outil Future of Work idéal pour accéder à du contenu numérique où vous le voulez, quand vous en avez besoin. Vous pouvez en découvrir davantage sur getadoc.com. www.getadok.com. Allez, revenons à nos moutons. Pour revenir sur un point que tu as mentionné au début, comment toi tu définis la culture d'entreprise? Parce que clairement, c'est pas juste avoir un baby-foot et des tables de ping-pong. Et qu'est-ce que on peut mettre en place concrètement pour se créer une vraie culture d'entreprise? Ouais, c'est un vaste sujet auquel moi je réfléchis beaucoup effectivement parce que je pense que c'est compliqué vu la vision qu'on en a aujourd'hui où effectivement c'est vacances, 4 jours, table de ping-pong, etc., versus ce que moi je pense que c'est en vrai. Je pense que ça mérite une réflexion assez poussée. Donc, à l'instant T, mon analyse, c'est celle-ci. Euh, c'est qu'en fait, le sujet de la culture d'entreprise, c'est assez introspectif finalement de la part de l'entreprise. C'est vraiment la question de se dire, OK, quels sont les attributs, quelles sont les caractéristiques qu'on a, nous, euh, et qui vont permettre à une partie des profils sur le marché du travail de s'épanouir pleinement, mais seulement une partie qu'on sait identifier, qu'on sait, où on sait faire la correspondance entre ce que nous on a à offrir versus ce que eux, quels sont leurs drivers personnels. Euh, on est tous différents et on a tous des choses qui nous drivent dans la vie et qui, si on doit se dire, OK, à quel moment est-ce que je vais être satisfait de ma vie, chacun va avoir des éléments qui sont assez différents. Certains, ça va être l'argent, d'autres, ça va être le fait d'avoir rendu quelqu'un heureux ou rendu quelqu'un fier. D'autres, ça va être le fait de, je sais pas, avoir réussi quelque chose dans le domaine de l'écologie ou dans le domaine social. D'autres, ça va être des choses plus malsaines et qui d'ailleurs souvent ils vont pas énoncer, mais qui sont la réalité probablement de leur fort intérieur. C'est de marcher sur les autres, c'est euh, de battre un concurrent, enfin voilà, ça peut être plein de choses. On est tous différents. Et donc, finalement, pour moi, la culture, c'est vraiment cette question de, bah, on ne peut pas en tant qu'entreprise plaire à tout le monde, mais on peut axer nos efforts sur certaines dimensions. Donc, par exemple, on peut mettre beaucoup d'efforts et d'énergie et d'argent sur la compensation, les salaires. Euh, et, euh, et communiquer et être honnête sur le fait que l'avantage principal chez nous, c'est le salaire. Voilà. Ça sert à rien d'attendre beaucoup d'autres choses. Par contre, tu seras très bien payé. Il y a des boîtes qui fonctionnent comme ça. Et du coup, il y a des gens pour qui le reste n'est pas très important, mais dès lors qu'ils ont un bon salaire, ils font le job. Voilà, donc ça peut être, je sais pas moi, Philippe Maurice. Voilà. On va te payer 60% de plus que partout ailleurs, mais oui, évidemment, tu vas pas pouvoir crâner non plus sur tous les toits que ouais, c'est trop cool, je bosse chez Philippe Maurice, quoi. Donc, si toi, ce qui t'intéresse, c'est l'argent, mais pas le reste, voilà, va bosser chez Philippe Maurice. Et voilà. Euh, et d'autres, ça peut être la mission, au contraire. Ça peut être des boîtes qui, eux, peut-être vont pas te payer très bien, vont pas te filer de vacances illimitées, ils n'auront peut-être même pas des très beaux bureaux, mais par contre, ils seront réellement impliqués dans je sais pas moi, moins de plastique dans les océans.
Et ben, il y a des gens pour lesquels, effectivement, ça peut être ça la plénitude finalement. C'est vraiment, je suis pas si riche, mais je fais quelque chose qui vraiment m'habite. Et quand je rentre chez moi, je suis fier de moi et je peux en parler à ma femme, mes enfants, ou si j'en ai, ou à d'autres gens, en disant voilà, aujourd'hui, on a réussi à enlever, je sais pas moi, 1000 tonnes de plastique. Voilà, c'est ça qui m'anime, c'est ça qui me rend heureux, c'est pour ça que je me lève le matin, etc. Donc pour moi, cette histoire de culture, c'est vraiment ça. C'est analyser, être intentionnel et réussir à créer une adéquation entre ce que j'ai à te proposer en tant qu'entreprise, slash communauté, parce qu'une entreprise pour moi c'est une communauté, et les attentes des gens que j'aimerais avoir comme employé, et être très intentionnel et transparent sur ces éléments, et être très intentionnel et travailler dur sur le fait d'être sans cesse le meilleur dans ces domaines-là. Moi, ça serait ça un peu mon approche de la partie culture. Et donc tout le reste dont on parle aujourd'hui est plutôt des conséquences de tout ça. Euh, voilà, ça peut se traduire en table de ping-pong si ce qu'on veut, c'est des gens qui sont passionnés par le sport ou le jeu ou le farniente, j'en sais rien. Mais, mais voilà, c'est qu'une traduction, c'est pas ça la culture. Ça, c'est juste un moyen euh, d'appliquer éventuellement quelque chose qu'on aurait pu choisir avant. Voilà, je sais pas si ça répond à ta question, mais c'est ça, ça serait. Ouais, super clair. Écoute, j'aime beaucoup, cette approche et effectivement, le caractère, introspection et ça m'amène à une autre question, sur un thème, que tu as évoqué, en intro qui est de dire, il y a un shift en ce moment dans, le marché du travail. Il y a quelque chose qui est en train de changer. On entend beaucoup parler de la grande démission, dans le conseil. Certaines, boîtes de conseil, très connues ont perdu, jusqu'à 30-40 de leurs effectifs, en un an, et quelques. Donc c'est, un turnover, jamais vu. Comment est-ce que toi tu l'expliques et quels sont, un peu les signaux faibles que tu vois sur ce shift dont tu parlais, sur le marché du travail et sur, les organisations de demain? Ouais. C'est marrant, j'ai écrit justement deux petits articles là-dessus récemment. Euh, je pense qu'il y a beaucoup d'éléments dans ça. Euh, je vais, je vais exprès sortir la composante Covid, parce que évidemment c'est une composante importante de cette situation. Euh, pour moi, le rôle du Covid dans ça, c'est dans l'article j'ai appelé ça un heads up moment. C'est il y a des trucs comme ça dans la vie où le choc est tellement fort que ça. Et puis les conséquences, tu vois, de se retrouver à la maison, etc., font que on prend du recul sur les choses et on se pose des questions qu'on se posait pas avant. Pour moi, ça serait ça le rôle principal du Covid dans cette histoire-là. Le reste, euh, c'est une conjonction de deux éléments. Un qui est, en tout cas, si je regarde le scope que je connais un peu, qui est le monde de la tech, il y a beaucoup plus d'argent disponible, il y a une mondialisation des jobs. On peut bosser maintenant virtuellement de partout pour une boîte qui se situe n'importe où. Il y a plus d'argent dans la tech et donc il y a des forts besoins de recrutement. Et du coup, il y a des vases communicants qui se sont créés, etc. etc. Donc ça, c'est un peu le contexte général. Après, si on en vient au point qui nous intéresse, évidemment, à mon sens en tout cas, il y a aussi une part très importante de, justement, une fois qu'on a fait cette prise de recul, qu'on se pose un peu des questions sur sa vie et pourquoi on fait les choses, à l'ère actuelle, on peut se demander, effectivement, si on bosse dans une boîte de conseil, par exemple, puisque c'est ce que tu cites, est-ce que finalement, est-ce que ça coche justement mes drivers individuels? Et le problème peut-être qu'ont les boîtes de conseil, c'est qu'à moins que tu sois senior partner ou je ne sais quoi, euh, tu gagnes pas si bien ta vie que ça. Euh, Tu n'as pas particulièrement, dans la plupart des grosses boîtes de conseil, peut-être de mission très claire, voire même à la limite, souvent on te demande de vendre du jour homme
à des clients qu'on n'a peut-être pas si besoin que ça, etc., etc. Donc il y a une contradiction peut-être un peu forte entre les drivers de beaucoup de gens et puis ce qu'ils font en vrai. Donc ça leur pousse à se dire, bon, bah attends, je pourrais aller bosser dans une startup qui en plus maintenant est très bien financée et qui paye bien et où le job sera peut-être plus concret, moins bullshit, etc. Bon, bah voilà, je vais y aller. Donc c'est peut-être une part du problème, ou alors monter sa boîte, ou enfin toute une série de choses. Euh, ouais, donc c'est peut-être une part du problème si on prend le conseil en particulier, mais si on prend l'écosystème de manière plus générale, bon, bah oui, je pense assez systématiquement cette question de est-ce que je fais quelque chose qui me rend fier? Est-ce que je fais quelque chose qui a du sens? Est-ce que je fais quelque chose qui donne un bon exemple à mes enfants ou aux générations d'après? Et donc, bah, si j'ai le luxe d'avoir le choix, ou alors si je suis tellement motivé par ces drivers personnels à l'instant T, parce que je suis inspiré par d'autres, parce que, voilà, je sais pas, Greta Thunberg, etc., etc., et bah, voilà, je vais démissionner, soit parce que j'ai autre chose, soit parce que bah, je pense qu'il est temps dans ma vie de, de, m- de m'occuper de choses qui me plaisent vraiment, qui m'habitent vraiment. Euh, donc ouais, ça serait un peu si on parle de cette partie grande démission, ça serait ça mon analyse. Euh, et ça mène bah, justement, ça mène à un besoin et à une opportunité pour un certain nombre de boîtes de bah, lever la main et dire, hey, voilà, nous on n'est pas une très grosse boîte connue de tous et connue pour être une ligne sur le CV qui va faire rêver ton prochain employeur. Par contre, on va, euh, on va répondre à des choses, à des besoins chez toi et à des éléments de fierté qui vont être importants. Parce que pour revenir à la première partie de ta question, pour moi, le changement, c'est celui-là. C'est, bah voilà, moi, comme je disais, j'ai 37 ans. Moi, quand je suis arrivé sur le marché du travail, même si c'était un peu particulier, parce que moi, j'avais déjà monté une boîte et donc j'étais peut-être un peu moins stressé par le CV enfin, je me voyais plus entrepreneur que carriériste, quoi. Euh, mais malgré tout, j'ai vécu ça. Bah, pour quelqu'un, enfin, toute ma promotion et je pense tous les gens qui sortaient d'école de commerce ou d'ingénieur ou quoi que ce soit, bah, ce qui faisait rêver, c'était la belle ligne sur le CV, quoi. Le JP Morgan, le Morgan Stanley, le je sais pas quoi, le gros cabinet de conseil, la grosse banque, voilà, c'était ça. Tout le monde avait que ça à la bouche, quoi. Inspection générale de banque, je ne sais quoi. Euh, Parce que, ouais, ça te donnait un marqueur pour ta future carrière. On disait, ah tiens, ah bah, s'il a fait ça, c'est il doit savoir bosser dur, il sait faire des heures longues, il sait manger de la merde, c'est bon, c'est un, c'est un bon élément, quoi. On va pouvoir l'utiliser efficacement, c'est un bon soldat, quoi. C'était ça un peu, je pense, le mindset général. Mindset qui aujourd'hui euh, commence en tout cas à changer. Enfin, on voit bien, je pense que c'est même presque déjà généralisé dans certaines tranches d'âge où, bah ouais, 10-15 ans après, tu leur demandes. Alors bon, tu demandes à des jeunes, il y en a qui vont te dire qu'ils veulent juste être youtubeurs ou je sais pas quoi. Bon, c'est encore un autre extrême du truc. Mais ou en tout cas, dans l'absolu, ils te disent, mais moi, je m'en fous de bosser pour une grande banque ou un truc. Je m'en fous du CV. Ce que je veux faire, c'est avoir un rôle, c'est avoir du sens, c'est savoir pourquoi je travaille en fait. Euh, et ça, je pense qu'il y a toute une série de facteurs psychologiques, économiques, d'éducation, de culture, etc., qui rentrent en jeu. Ça serait très compliqué à analyser, je pense. Mais c'est une réalité que les gens qui arrivent sur le marché du travail, bah, ils choisissent leur job différemment de nous à l'époque. Et donc, bah, c'est ce shift-là sur lequel nous, on parie. C'est de dire, bah, si les talents choisissent leur job différemment, les boîtes doivent proposer des jobs différents sur des critères et des éléments qui sont plus convaincants aujourd'hui
et les éléments du passé ne sont plus forcément très valables. Et surtout, ça va avoir une conséquence, c'est celle-là qui nous intéresse, où c'est un peu le mal des grands groupes, c'est l'inertie, c'est l'incapacité justement à s'adapter à ce genre de shift. Et donc, assez mécaniquement, il y en a un certain nombre qui vont perdre tous leurs meilleurs talents au profit de jeunes sociétés qui, elles, euh, ou jeunes ou moins jeunes, hein, mais en tout cas de sociétés qui ont réussi à convaincre, à attirer ces talents-là, qui se retrouvaient plus là où ils étaient. Et du coup, quand tu as les meilleurs talents, tu prends la place de ceux à qui tu les as pris, quoi. C'est logique. Donc nous, ça, c'est le pari qu'on fait en tant qu'acteur de l'accompagnement et du financement d'entreprises innovantes. C'est ça, soyons dans ces boîtes-là, parce que dans 10-15 ans, il y a de grandes chances qu'il y en a un certain nombre qui auront pris la place des leaders mondiaux actuels. Euh, Ceci multiplié en plus par l'arrivée de nouvelles industries type climat, etc., qui évidemment font écho à ce type de profil qui cherche du sens. Oui, on a de grandes chances de se retrouver. Alors nous on n'est pas des grands fans de toute la terminologie licorne, etc., mais en tout cas de se retrouver dans des gens qui ont le potentiel d'être des leaders mondiaux dans leurs industries. Ouais. Ok, très clair. Est-ce que, comme tu écris un certain nombre d'articles et que tu réfléchis à ce sujet, tu t'informes et tu partages là-dessus, est-ce que tu as des recommandations de lecture, de podcasts, de vidéos qui t'ont marqué sur ces thématiques-là? Ouais. Euh, Moi, je pense qu'un des livres qui m'a le plus ouvert les yeux, en tout cas, qui a le plus confirmé un certain nombre de ressentis que j'avais, c'est Principles de Ray Dalio. Euh, Parce que justement, en fait, ça aborde ce sujet de recruter des gens différents. Alors lui, il les qualifie de gens super, enfin, je sais pas si on peut dire ça, mais plus intelligents que la moyenne, etc. Mais sa démarche, c'est effectivement cette démarche d'adéquation. Donc il y a toute la logique des baseball cards pour justement être intentionnel dans le fait de dire voilà comment je fonctionne. Donc si tu veux qu'on fonctionne bien, voilà, je t'aide à me comprendre pour que tu puisses et tu m'aides à te comprendre pour qu'on puisse communiquer efficacement. Finalement, ça c'est au niveau de l'employé, mais si tu le remontes au niveau de l'entreprise, c'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure, de savoir comment je fonctionne et ce que j'ai à proposer de manière transparente, et puis te le présenter pour que tu puisses toi te faire une conviction sur le fait de est-ce que ça me correspond, est-ce que c'est des choses qui vont fonctionner pour moi, etc. Donc, ça, ce livre, je l'ai trouvé vraiment intéressant sur cette intentionnalité, cette réflexion autour de comment est-ce on, on attire, on retient, on fait grandir les gens et on les rend heureux d'interagir entre eux, parce qu'évidemment, c'est une grosse partie de cette partie culture d'entreprise. C'est si tu arrives à avoir une connivence entre les gens, une vraie envie de travailler ensemble, tu as déjà réussi une bonne partie du problème, quoi. C'est une raison d'ailleurs pour laquelle chez nous, il y a beaucoup d'anciens sportifs de haut niveau, c'est qu'ils ont cet élément de lien de fait, en fait. En tant qu'anciens sportifs de haut niveau, même s'ils ne se connaissaient pas avant, ils ont ça, day one, quoi. Et donc, ils sont proches et ils se comprennent, ils fonctionnent de manière similaire, etc. Donc, ça crée ce lien. Donc, ouais, Principal, c'en est un. Après, en fait, j'ai envie de dire un truc bête, mais euh, moi, je lis beaucoup alors, je lis très peu de fiction, mais je lis beaucoup de bouquins sur des sujets soit scientifiques, soit de management ou d'accomplissement personnel, etc. Euh, je pense que tout est valable, en fait, dès lors que il y a cette réflexion sous-jacente de se dire, OK, je lis ce bouquin, mais en me posant la question de la recherche de mes drivers personnels, en fait. Qu'est-ce qui m'anime, moi? Euh, Et dans chacun de ces bouquins, tu vois, là, je viens de lire Good Strategy, Bad Strategy, que j'ai trouvé super bien. Euh, bah, Tu vois, ça parle pas forcément de, de, de culture d'entreprise,
Mais l'air de rien, c'est une approche de la stratégie euh, qui est clivante, en fait. C'est de dire justement, si je résume une partie de ce que j'en ai retenu, c'est euh, dans beaucoup de cas, le message public général sur ça va marcher ou ça va pas marcher, euh, est un message moutonnier. Il y en a un qui dit quelque chose, puis c'est répété par un média, puis c'est répété par ceci, puis par le marché, puis par cela, puis voilà, un peu à la WeWork quand le stock, quand la valo explosait, quoi. Ouais, c'est WeWork, ça doit être génial parce que le prix explose. Euh, Ça, en fait, en tant que tel, c'est clivant, quoi. C'est de dire, une société pourrait dire, non, nous, justement, euh, on n'est pas dans la mouvance générale, on fait quelque chose de différent. euh, Parce qu'on l'a analysé, parce qu'on est en train de faire un pari sur comment le monde va fonctionner, un peu ce qu'on fait aujourd'hui chez Teampact d'ailleurs, hein. On va plutôt à l'opposé de beaucoup de VC, d'acteurs de l'accompagnement et du financement, euh, en disant, bah non, nous, plutôt que de faire le pari sur des sociopathes qui sont capables de recruter 4000 personnes en un an, bah nous, on fait plutôt le pari sur l'opposé. Et ça, pour moi, c'est une partie de la culture. C'est de dire, bah voilà, nous, on veut attirer, retenir, faire grandir des gens qui sont plutôt dans une attitude, les Américains disent contrariant, ou voilà, un peu anticonformiste, en tout cas avec des convictions fortes sur quelque chose, et cette fierté et cette capacité à dire, bah voilà, nous, on n'est pas dans la mouvance évidente, mais justement, on est fier de ça et on est fier de faire ce pari. Bah ça, pour moi, c'est de la culture, quoi. Donc ouais, difficile de te faire une liste un peu exhaustive là de bouquins ou de choses comme ça, mais euh, voilà, moi c'est plutôt des éléments un peu spécifiques. J'ai beaucoup aimé, je crois que c'est la COO de Stripe, un peu dans la même logique des baseball cards, tu vois, qui faisait un two-pager là de Work With Me, qu'elle met à jour régulièrement. Ça, pareil, cette logique de je suis transparent sur comment je fonctionne, comme ça tu vas pouvoir toi aussi l'être et on va réussir à fonctionner ensemble. Tout ça, c'est des choses qui m'intéressent beaucoup, voilà, mais c'est une bonne idée de peut-être faire une liste un peu plus exhaustive de choses à lire et à regarder. Bah déjà, on mettra en commentaire du podcast les liens vers les deux bouquins que tu citais, vers ce principe de la COO de Stripe et vers tes articles, puisque tu creuses aussi ces sujets à travers des articles. Écoute, merci beaucoup Romain pour ton partage aujourd'hui. C'était passionnant comme échange. J'espère que les auditeurs ont aussi apprécié et appris des choses parce que c'est quand même le but de ces podcasts. Bah, j'espère aussi. Merci encore pour l'invitation et à très bientôt. Salut Romain, à bientôt. Merci à notre invité du jour et un grand merci à vous pour votre écoute. Si vous en avez appris autant que moi lors de cette discussion passionnante, n'hésitez pas à liker, commenter ou partager cet épisode sur votre plateforme d'écoute favorite. Cela nous aidera à gagner en visibilité pour vous proposer des invités toujours plus intéressants. Bonne journée à vous et à très bientôt sur Captain Haddock. $1 million de tonnerres de vrai.